Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des fonctions quadratiques de plusieurs variables et des polynômes de Taylor pour une fonction qui dépend de plusieurs variables de degré 2, parce qu'en fait, un polynôme de Taylor de degré 2, c'est une fonction quadratique. Donc commençons avec la définition. Qu'est-ce qu'est une fonction quadratique de plusieurs variables? Je vous ai fait le cas ici avec une fonction qui dépend de deux variables. C'est simplement la somme d'une constante qui peut être 0, 1, moins 17,3 ou n'importe quel nombre, plus une forme linéaire. La forme linéaire, en fait, c'est une combinaison linéaire des variables dont dépend la fonction. Et ensuite, plus une forme quadratique. Et alors, si vous ne savez pas ce qu'est une forme quadratique, je vous laisse vous référer à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Notez bien qu'une fonction quadratique, c'est pas la même chose qu'une forme quadratique. Une forme quadratique est contenue dans une fonction quadratique. Et notez aussi que, comme dans la vidéo sur les formes quadratiques, j'ai décidé de dire que le coefficient qui est devant le terme d'interaction est en fait 2 fois le coefficient individuel. Pour avoir les explications par rapport à ça, de nouveau, référez-vous à la vidéo sur les formes quadratiques. Et l'étape suivante, c'est de noter que une fonction quadratique peut également être exprimée sous la forme réduite, c'est-à-dire avec des produits matriciels et des produits vectoriels. En fait, on peut réexprimer cette fonction quadratique de cette manière-là, la constante plus le vecteur des variables fois le vecteur des coefficients dans la forme linéaire, plus ce terme-là. Et en fait, c'est grâce au fait qu'on a écrit le 2 fois A12 qu'on peut écrire la forme quadratique de cette manière-là. De nouveau, si vous êtes perdu par rapport à la forme quadratique, référez-vous à la vidéo que j'ai faite à ce propos. Et si vous n'êtes pas convaincu par rapport au fait qu'on puisse écrire cette fonction de cette manière-là, n'hésitez pas à essayer vous-même d'effectuer les calculs là-dedans et vous verrez que vous retomberez sur cette forme-là, cette fonction-là. Et donc sous la forme encore plus réduite, on peut écrire que c'est en fait f est égal à c plus xt, c'est le vecteur qui contient les variables, fois b, c'est ce vecteur-là, plus ce terme-là. Et maintenant, généralisons à n variables. Alors l'équation, la dernière ici, ne change pas, c'est exactement la même, sauf que les dimensions des éléments qu'il y a dans cette équation, dans cette fonction, vont changer. Le vecteur des variables, par exemple, aura au lieu d'une taille 2, une taille n. Maintenant, à propos du polynôme de Taylor d'une fonction de n variables. Alors, prenons une fonction quelconque, donc g, qui dépend de n variables. Donc g de x1, x2, etc. jusqu'à xn. Et je les réécris comme étant g de x, et x ici c'est le vecteur qui contient toutes mes variables. Et notez que ce n'est pas forcément une fonction quadratique, ça peut être n'importe quoi, une fonction genre exponentielle de x fois y ou n'importe quoi. Enfin plutôt exponentielle de x1 fois x2 et ainsi de suite. Alors maintenant, si on va vouloir faire une approximation de cette fonction autour d'un point en particulier, j'ai appelé ce point x chapeau, donc il est composé de n coordonnées, x1 chapeau et ainsi de suite jusqu'à xn chapeau. Alors la formule du polynôme de Taylor, c'est celle que j'ai écrite ici. Et vous pouvez simplement vous en rappeler. Et vous constatez, si on passe un petit moment à l'observer, vous constatez que c'est bien une généralisation de la formule de Taylor dans le cas d'une fonction univariée au cas de fonctions avec plusieurs variables. Donc on a bien que la fonction g de x est à peu près égale à g évalué à notre point autour duquel on veut faire l'approximation, plus g1 ici, c'est la dérivée de g par rapport à x1, la dérivée première de g par rapport à x1, évaluée au point x chapeau, fois x1 moins x chapeau. Et normalement, on s'arrête là avec le polynôme de Taylor pour une fonction avec une seule variable. Mais ici, comme on a plusieurs variables, on va faire exactement la même chose pour toutes les autres variables. Jusqu'à la variable n, donc la dérivée première de la fonction g par rapport à la variable xn, évaluée au point x chapeau, fois xn moins x chapeau. Et ensuite, si on calcule un polynôme de Taylor de degré 2, on ajoute les dérivées secondes. Donc on ajoute une demi fois, entre parenthèses,
G11, c'est la dérivée seconde, ou bien plutôt c'est la dérivée de G 2 fois par rapport à la variable 1, évaluée au point x chapeau, fois x1 moins x chapeau, x1 chapeau étoile, plus, et on fait la même chose pour toutes les variables, mais ici, donc, on doit aussi rajouter les termes entre guillemets d'interaction. Là, par exemple, on aura g1,2 qui va être la dérivée de la fonction g d'abord par rapport à la variable 1 et ensuite par rapport à la variable x2. Donc en fait, ce sera la dérivée de la dérivée, mais à chaque fois par rapport à une variable différente. Et quand on a donc ce terme d'interaction, donc on a la dérivée croisée, et on multiplie, au lieu de multiplier par un terme à la puissance 2, on multiplie par x1 moins x chapeau, moins x1 chapeau, fois x2 moins x2 chapeau. Et donc on aura la somme de tous ces termes-là, donc à chaque fois les termes au carré, qui sont par rapport à une seule variable, et les termes d'interaction par rapport à deux variables. Et maintenant, si on observe ça, étant donné, en fait, on peut déjà observer que notre approximation de la fonction g, notre polynôme de Taylor de degré 2, en fait, c'est une fonction quadratique. Ici, on a la constante, ici, on a la forme linéaire, et ici, on a une forme quadratique, avec le 1/2 devant. Donc, à partir de là, on se dit, mais en fait, c'est aussi possible d'exprimer ce polynôme de Taylor sous la forme matricielle. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc, on reprend cette constante ici, plus le vecteur des dérivées premières de la fonction g, fois le vecteur des déviations des variables par rapport au point autour duquel on fait l'approximation. Donc delta 1, en fait, c'est tout simplement x1 moins x1 chapeau. Delta n, c'est xn moins xn chapeau. Et ensuite, plus 1/2 fois, et tout ce terme-là peut être obtenu en faisant ce calcul-là. Donc, de nouveau, ce vecteur, c'est le même que je vous ai décrit ici. Il se retrouve là et là. Et au milieu, c'est la matrice des dérivées secondes. Dans la diagonale, il y a les dérivées qui sont faites 2 fois par rapport à la même variable. Et dans les autres cellules de cette matrice, il y a les dérivées croisées, c'est-à-dire d'abord par rapport à une variable, puis par rapport à une autre variable. Donc notez que cette matrice est une matrice qui contient des scalaires, c'est-à-dire des nombres, des chiffres, parce qu'il s'agit des dérivées, donc des dérivées secondes, mais évaluées au point x chapeau. Et notez aussi que c'est une matrice symétrique, parce que là, prenons cet exemple ici, G1,2, c'est la même chose que G2,1. C'est pour ça que j'ai écrit G1,2 dans les deux entrées de la matrice. Parce qu'en fait, il y a un théorème qui existe et qui dit que la dérivée d'une fonction d'abord par rapport à une variable, puis par rapport à une autre variable, c'est la même, elle ne change pas cette dérivée, peu importe le sens dans lequel on fait les dérivées. Par exemple, G1,2, c'est la même chose que G2,1. Sous certaines conditions, mais ces conditions seront tout le temps vérifiées dans les exemples que l'on voit, nous, en classe. Donc si on reprend le terme que j'ai écrit, G de x est à peu près égal à ce que j'ai noté avant, et on peut le réécrire sous une forme encore plus condensée, qui est donc la constante, plus ce vecteur-là, je l'ai appelé gradient, en fait c'est le gradient, on l'appelle, fois delta, qui est ce vecteur-là, plus 1/2 fois delta transposé, fois cette matrice-là qui s'appelle la matrice H, et fois delta. Donc la matrice H, c'est en fait la matrice hessienne, on va le voir plus tard, et grade, c'est le gradient. Alors maintenant, par rapport à ça, notez que donc, ceci, comme j'ai noté, c'est le polynôme de Taylor de degré 1, et si on prend tout ensemble, c'est le polynôme de Taylor de degré 2. Et maintenant, pour conclure, donc, récapitulons un petit peu. G de x, c'est à peu près égal à G de x chapeau, donc la fonction évaluée au point autour duquel on veut faire l'approximation, plus le gradient, c'est-à-dire le vecteur des dérivées premières évaluées à x chapeau, fois delta, qui est le vecteur des déviations des xi par rapport à leur xi correspondant, plus 1/2 de ce terme-là, et la matrice H qui est contenue dans ce terme, c'est la matrice hessienne, donc c'est la matrice des dérivées secondes
évalué en x chapeaux. Et comme je vous ai expliqué, peu importe le sens dans lequel on fait la dérivée, on peut dire que GIJ c'est la même chose que GJI.